Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure où vous avez téléchargé ma vidéo. Nous allons continuer sur le cours mesures et incertitudes. En rappel, dans la partie 1 de ce module, nous avons vu un ensemble de définitions, mesurande, mesurage, la mesure, la valeur vraie. Nous avons aussi défini ce que c'est qu'une erreur. Nous avons vu les types d'erreurs, l'erreur aléatoire, l'erreur systématique. Nous avons vu la différence entre ces types d'erreurs. Nous avons aussi vu les causes de cette erreur, les moyens de corriger cette erreur. Maintenant, vous allez peut-être me poser la question à savoir, c'est quoi la différence entre l'erreur et l'incertitude? C'est la raison pour laquelle je m'en vais d'abord définir ce que c'est que l'incertitude de mesure. On va l'appeler delta M, n'est-ce pas? C'est un paramètre associé au résultat du mesurage qui caractérise, écoutez bien, la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées au mesurant, qui caractérise la dispersion de valeurs, tandis que l'erreur, c'est la différence entre une mesure et la valeur vraie de cette mesure. Donc, ce paramètre peut être, par exemple, la demi-largeur d'un intervalle de niveau de confiance déterminé. Et le résultat de la mesure va donc s'écrire sous cette forme-ci, où M, c'est la valeur de la mesure, et delta M. Bien sûr, cette incertitude est liée à un niveau de confiance, comme on va le voir dans la suite. Il existe plusieurs types d'incertitudes, l'incertitude de type A et de type B. L'incertitude de type A, ce sera lorsqu'on aura une succession de mesures, une suite de mesures, tandis que l'incertitude de type B, lorsqu'on aura une mesure unique. L'incertitude de type, c'est une incertitude de mesure exprimée sous la forme d'un écart type. Nous allons voir sa relation tout à l'heure. Et l'incertitude de type composé, c'est lorsqu'on a un mélange d'incertitudes du type A et de type B. Le résultat d'une mesure n'est jamais une valeur. Il sera donc donné suivant cet intervalle, comme je l'ai dit. Et je rappelle bien que lorsqu'on aura plusieurs mesures successives, on va parler d'incertitude de type A qui va faire appel aux méthodes statistiques. Et par contre, lorsqu'on aura une mesure unique, on va faire appel à l'incertitude de type B. On parlera d'incertitude de type composé lorsqu'on aura les deux types d'incertitude simultanément. C'est quoi l'incertitude de type A? Ou bien, disons, comment calculer l'incertitude de type lorsqu'on parle de l'incertitude de type A? Ici, on a plusieurs mesures, comme on l'a dit, qu'on parle l'incertitude de type A. Et on va d'abord calculer la moyenne arithmétique, n'est-ce pas? C'est-à-dire la somme des mesures divisées par le nombre total de mesures. Ensuite, on aura les cas type expérimental. Faites très attention parce qu'à ce niveau, nous avons un N-1. Donc, l'incertitude type sera donc définie comme l'écart type sur la valeur moyenne. Donc, le meilleur estimateur de cet écart type, c'est S égale à 1 sur racine de N fois l'écart type expérimental. Maintenant, nous allons revenir au niveau de la situation problème. Vous aviez relevé les valeurs de la largeur et de la longueur dans votre groupe de 10, n'est-ce pas? Je voudrais que vous puissiez calculer l'incertitude de type sur la longueur et sur la largeur. Ensuite, vous allez confronter vos différents résultats pour voir si vous n'avez pas commis une erreur. Maintenant, évaluation de type B. Bon, au niveau du type B, nous allons faire appel à l'analyse statistique d'une série d'observations. Donc, pour une estimation d'une grandeur d'entrée qui n'a pas été obtenue à partir d'observations répétées, l'incertitude de type est évaluée par un jugement scientifique fondé sur toutes les informations disponibles au sujet de la variabilité de la grandeur. Donc, l'ensemble des informations accumulées peuvent comprendre les mesures antérieures, l'expérience ou la connaissance générale du comportement et des propriétés des matériaux ou des instruments utilisés. L'incertitude de type B aussi peut être spécifié par le fabricant, ou bien on peut avoir des données fournies par des certificats.
Elle peut aussi être assignée à des valeurs de référence provenant d'un ouvrage ou d'un manuel. Et ici, là, je voudrais bien vous donner de comprendre que lorsqu'on parle d'insigne de type A, comme je l'ai dit, il y a une suite de mesures et elle sera beaucoup plus liée à l'erreur aléatoire. Vous voyez comment on analyse la dispersion de valeurs, tandis que l'incertitude de type B, vous voyez, est beaucoup plus focalisée au niveau de l'instrument et sera liée à l'erreur systématique. Les différents cas d'incertitude de type B. L'incertitude de type B ne sera pas calculé comme l'incertitude de type A directement avec la moyenne, les cas type expérimental et puis l'incertitude de type. Mais ici, là, ça dépendra des cas. Par exemple, si le constructeur fournit une incertitude de type, c'est rare, mais ça arrive, on va directement l'utiliser. Si on a un appareil de mesure analogique, on va prendre la plus petite graduation, on va diviser par racine de 12. Si le constructeur fournit une indication du type delta C sans autre information, on va tout simplement diviser delta C par racine de 3. Considérons par exemple un bande optique. C'est les valeurs de la position variant entre x min et x max. Comment est-ce qu'on fera pour avoir l'incertitude de type? On va prendre A divisé par racine de 3. Et ce A, c'est la demi-largeur. Ça veut dire on a la différence entre la position maximale et la position minimale divisée par 2. C'est à partir de là qu'on obtiendra notre incertitude de type. Si le constructeur ne fournit rien, il faut procéder à l'évaluation expérimentale de l'appareil. Ça veut dire on essaie d'analyser les différentes mesures qu'on a par rapport à une mesure de référence pour pouvoir déduire l'incertitude de type B ici. OK, comme exemple d'application, nous allons prendre par exemple ce résistor qui a ces 4 couleurs, brun, noir, noir, or. Vous pouvez, à partir du code de couleur, retrouver vous-même la valeur et aussi la tolérance. Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grosse bêtise. Les initiales de chaque mot de cette phrase vous donnent les différentes couleurs et vous donnent les chiffres significatifs ou bien disons les indicateurs et le multiplicateur. Pour gagner en temps, je vous donne la valeur. Pour avoir l'incertitude de type, bien sûr, on est dans le type B, on va prendre 5% de 10 ohms divisé par racine de 3. En ce qui concerne ce thermomètre, on a déjà une indication delta C comme donné auparavant. On va directement la diviser par racine de 3. Et je vous ai aussi donné beaucoup d'autres exemples que vous allez certainement déguster en traitant personnellement. Vous pouvez commencer à traiter et regarder la correction après. Comment est-ce qu'on a obtenu justement ces résultats d'incertitude de type B? En utilisant des lois de probabilité. Il existe plusieurs lois de probabilité. La loi normale. Lorsqu'on va utiliser la loi normale, on aura plutôt l'erreur divisée par 3. La loi triangulaire, on aura l'erreur divisée par racine de 6. La loi uniforme, c'est la loi uniforme que nous, on a utilisée parce qu'elle est plus répandue. C'est généralement elle qu'on utilise. On aura aussi la dérivée arc sinus, on va diviser par racine de 2. En utilisant justement cette loi de probabilité uniforme, j'ai donc stocké les différents cas de figure de l'institut de type B avec leur réponse. Pour la lecture simple sur une règle graduée, on a la moitié de la division sur racine de 3, ce qui nous donne D sur racine de 2. Vous comprenez donc d'où provenait ce racine de 12. Si on a une double lecture, on aura plutôt racine de 2 fois D sur 2 sur racine de 3. Si l'instrument a une tolérance, on va juste diviser la tolérance par racine de 3. Si on a un appareil numérique, on aura la précision sur racine de 3. Cette précision, c'est x puissant plus n fois le nombre de bits. Et x et n sont donnés par le fabricant de l'appareil numérique. Si on a un écart maximal toléré, on va tout simplement diviser l'écart maximal toléré par racine de 3. Et si on a une composition de plusieurs erreurs, on va utiliser la composition d'erreurs, c'est ce résultat-ci. Par exemple, une burette graduée, si on a la tolérance de la burette et on va aussi, si on lit si on a une double lecture, on va donc appliquer ce résultat et ce résultat. Mais là, on va prendre la racine de la somme des carrés. Voilà la formule de l'incertitude composée.
Donc, lorsqu'on aura justement plusieurs incertitudes, on va appliquer la composition des incertitudes. La dérivée partielle, c'est la dérivée d'une fonction lorsqu'on considère toutes les autres variables comme des constantes. Pour faire simple, on aura tout simplement, si on a par exemple y égale à x1 plus x2, on aura l'incertitude de type au carré égale à la somme des carrés des incertitudes, un peu comme la loi de Pythagore. C'est quoi maintenant l'incertitude de type élargi? L'incertitude de type élargi sera tout simplement le produit entre le coefficient d'élargissement K et l'incertitude de type. K est encore appelé coefficient de Student et pour un niveau de confiance de 95%, par défaut, il est pris égal à 2. On va vous donner à chaque fois, n'est-ce pas, les différentes valeurs de K en fonction, qui dépendent du nombre de mesures et qui dépendent aussi du niveau de confiance. Ça, c'est les données qui vont être imprimées dans vos épreuves d'évaluation parce que ce sont des résultats des calculs statistiques un peu difficiles. Donc, je vous donne quand même pour les niveaux de confiance de 95% et 99%, les différentes valeurs du coefficient de Student, qui ici j'ai appelé T. Vous voyez, pour 95% de confiance, si on a 2 mesures, on aura 12,7, 3 mesures, plus le nombre de mesures est grand, moins le coefficient de Student est grand, c'est-à-dire plus le coefficient de Student est petit, on peut aussi le dire comme ça. Ça montre donc que plus on a de mesures et plus, n'est-ce pas, l'incertitude élargie est petite, ce qui est plutôt bien. Vous comprenez donc pourquoi est-ce qu'on dit que pour minimiser l'erreur aléatoire, on doit faire plusieurs mesures. D'où proviennent ces résultats? Ça provient de la fonction gaussienne. Voici la fonction gaussienne avec une exponentielle où x bar c'est la valeur moyenne et sigma est K type. Donc, on aura cet intervalle de confiance à 68,3%, cet autre à 95,4% et cet autre à 99,7%. Vous voyez que ce produit-ci représente l'incertitude de type élargi. Donc, la distribution gaussienne peut être illustrée par ce schéma, où ici, cet intervalle, cela représente justement l'intervalle de confiance à un pourcentage bien précis. Donc, la loi de probabilité d'une variable aléatoire gaussienne, on a 68% de chance de trouver x dans l'intervalle x plus ou moins sigma et 95% dans l'intervalle x par plus ou moins 2 sigma. Il arrive parfois que nous ne pouvons pas mesurer directement, mais qu'on a une relation qui la lie à d'autres grandeurs qu'on peut mesurer. Par exemple, la tension d'un ressort est égale au produit entre sa raideur et son allongement. Si on peut calculer l'allongement et la raideur, alors on peut calculer la tension. Donc, on pourra donc déterminer par une mesure indirecte l'incertitude sur la tension. Si la grandeur est égale à la somme de d'autres grandeurs qu'on a mesurées, on va utiliser la composition des incertitudes. Si on a plutôt cette relation-ci, on va utiliser une formule similaire, mais en termes d'erreur relative, parce qu'ici on parle d'incertitude relative, ou bien de précision. C'est-à-dire, on va diviser l'incertitude par la valeur. En prenant le cas du dosage, où la quantité de matière sera égale lorsqu'on aura CV égale à C1, VE1. Si on veut donc l'incertitude sur C, voilà la relation qui va nous donner l'incertitude sur C. Bien sûr, ici, on a juste une grandeur qui est égale à un produit entre une constante et une autre grandeur. La constante n'aura pas d'incertitude, donc on aura cette même relation de proportionnalité. Je vous donne cette autre activité où on a fait plusieurs mesures. Vous pourriez aussi, en situation expérimentale, mesurer par exemple un parcours d'un élève qui court. Dans votre groupe de 10, chacun aura un chronomètre. Il va mesurer. Ou bien on peut prendre un groupe de 4, comme ça. Et je vais vous demander de calculer l'intervalle de confiance de cette série de mesures. Voici les données. Ça, c'est le coefficient de Student ou le facteur d'élargissement. Et voilà le nombre de mesures.
vous pouvez mettre pause et chercher. Ensuite, vous allez trouver la solution qui a bien été faite pour vous. Vous n'aurez qu'à utiliser les formules que j'ai données et à comparer les résultats pour un niveau de confiance de 68%. Sachez bien que le résultat va dépendre du niveau de confiance qui est donné. Et on va vous le donner dans un tableau comme ça. Nous allons continuer avec les notations. Là, le résultat justement d'une mesure sera donné sous cette forme. Ça, c'est la valeur de la mesure. Ça, c'est l'incertitude. Mais on peut aussi parler de la précision. On peut aussi donner une mesure et donner sa précision. La précision sera justement ce rapport entre l'incertitude et la mesure. Elle peut se donner en pourcentage. La dernière étape consiste à déterminer le nombre de chiffres significatifs de petit m et delta m. Et ça, on va le voir dans la suite de façon plus détaillée. Comme exemple, si on a par exemple cette valeur de la résistance, cette incertitude, voilà comment on peut écrire le résultat. Donc, on ne va plus écrire le résultat comme avant, mais on va écrire le résultat, n'est-ce pas, sous cette forme-ci, là, avec le résultat de la mesure, avec son incertitude. Et à partir de là, on peut déterminer l'intervalle de confiance on va vous donner le degré ou le pourcentage de confiance. Donc, dans la suite, nous allons voir la notation scientifique, nous allons voir la notion d'arrondi, nous allons voir les qualités d'un instrument de mesure, nous allons voir l'équation aux dimensions et l'homogénéité d'une équation aux dimensions. Et nous allons voir comment pouvoir traiter plusieurs données expérimentales qui ont été collectées. Je vous prie de bien vouloir activer la cloche de notification, vous abonner à ma chaîne et aussi partager. Merci pour votre aimable attention.